d'aborder le traitement médical et surtout de répondre à 3 questions. Pourquoi, quand et comment. Donc, l'objectif de ce keynote, c'est de survoler un petit peu les mécanismes physiopathologiques de cette maladie énigmatique. Et ce qui va nous permettre de comprendre les différents traitements actuels et surtout de proposer des pistes thérapeutiques de futur. Comme vous savez, c'est une maladie qui est multifactorielle, qui se définit par la présence de l'endomètre ectopique, glande et stroma en dehors de la cavité et qui intéresse une patiente sur 10. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer cette maladie. La plus retenue, c'est le reflux utérotubère, qui va être responsable que cette cellule endométriale, elle va être piégée au niveau de péritoine et qui va échapper à un système immunitaire déficient, que ce soit inné ou adaptatif. Et cette cellule, elle est tellement intelligente et agressive qu'elle va créer une réaction inflammatoire locale qui est nécessaire à survie et qui va s'alimenter par un trouble hormonal, notamment l'hyperostrogénie et la résistance à la progestérone. Et enfin, elle va continuer son chemin, elle va échapper à l'apoptose, elle va évoluer sur la maladie métastatique, l'adhésion, l'invasion et la prolifération. Et elle va former ce qu'on appelle l'implant endométriosique. Donc, d'abord, vous avez la cellule endométriosique qui, au départ, vous avez le symptôme endométriose. Et après 5 à 8 ans, vous avez la maladie endométriosique. Et ce retard diagnostique, justement, c'est lui le responsable des échecs thérapeutiques et les travaux actuels vont dans ce sens. Et j'en dirai un mot à la fin. Et contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques années, que c'est une maladie qui est inflammatoire locale, cependant, on a découvert récemment que c'est une maladie qui est systémique et qui intéresse d'autres organes, notamment le cœur, le poumon et j'en passe, raison pour laquelle le traitement médical a une place et la chirurgie seule n'est pas suffisante pour régler ce problème. Pour comprendre un petit peu le fonctionnement de cette cellule endométriosique, il faut rappeler qu'est-ce qui se passe dans un endomètre atopique en dehors de l'endométriose. Il faut savoir que l'endomètre, c'est un tissu cyclique qui est dynamique et qui se refait d'une façon cyclique et qui obéit à un certain équilibre entre les hormones et leurs récepteurs. Vous avez les oestrogènes pendant la phase folliculaire qui sont responsables d'une prolifération, la progestérone pendant la deuxième partie qui est responsable d'une décidualisation, et c'est ça qui fait l'équilibre d'un endomètre qui sera apte à la fécondation, qui sera apte à l'implantation en cas de fécondation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez, qu'est-ce qui se passe, donc, comme je viens de résumer, qu'est-ce qui se passe sur le plan cellulaire d'un endomètre normal? D'abord, vous avez les récepteurs oestrogéniques, et là, j'insiste sur le type de récepteur, c'est les récepteurs alpha, qui sont majoritaires par rapport aux récepteurs bêta, parce que l'endométriose, ce n'est pas un problème uniquement d'hormones, c'est un problème plutôt de récepteurs, et nous allons comprendre pourquoi. Donc, qu'est-ce qui se passe d'abord? Vous avez les oestrones qui vont être, comme vous le savez, les oestrones ils sont inactifs, ils vont se transformer en oestradiol sous l'action de la 17-bêta-hydroxyprogésterone 1 et qui est responsable de la prolifération. Pendant la deuxième partie, c'est la progestérone qui est le maître et qui va agir sur les récepteurs B parce qu'ils sont majoritaires. Et qu'est-ce qui va se passer? Sécrétion de l'acide rétinoïque qui va sécréter la 17-bêta-hydroxyde 2 qui va transformer l'œstradiol en excès, en œstrone. Donc, il va réduire cette prolifération d'une part. Et de l'autre part, la progestérone, elle va faire son effet de la décidualisation. Et justement, cet équilibre entre les hormones et les récepteurs qui est important pour qu'on ait un endomètre qui fonctionne normalement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une cellule endométriosique?
C'est une cellule qui est, comme vous le savez, qu'elle est épigénétiquement modifiée. D'abord, vous avez cette cellule qui est une véritable usine à oestrogènes. Donc elle produit ses propres oestrogènes, donc elle n'a pas besoin de l'ovaire ni de la graisse pour s'exprimer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les ingrédients, ils sont hyper exprimés. Les stars, par exemple, ils sont 300 fois par rapport à la normale. L'aromatase, elle est 10 fois par rapport à la normale. Donc, ce qui fait, vous avez une hypersécrétion d'œstrogènes, d'une part, parce que vous avez une prolifération qui est très importante, et de l'autre part, donc, les récepteurs de la cellule endométriosique, ce n'est pas les récepteurs alpha, mais c'est les récepteurs bêta. Et c'est ça le secret de cette cellule. C'est que ces récepteurs bêta, ils sont sensibles à une hypersécrétion d'œstrogènes. Là, vous avez les œstrogènes circulants qui viennent de l'ovaire, de la graisse, mais plutôt beaucoup les œstrogènes qui sont sécrétés par la cellule elle-même. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous avez une hyperostrogène, une cellule qui est oestrogène dominante. Vous avez beaucoup d'oestrogènes dans cette cellule. De l'autre côté, du côté de la progestérone, qu'est-ce qui se passe? C'est les récepteurs A, ce n'est pas B, contrairement à la cellule normale. Et ça, c'est très important. Donc, ces récepteurs, ils sont insensibles à la progestérone. Donc, ils ne vont pas faire leur effet. Donc, il n'y a pas d'acide rétinoïque, il n'y a pas de la 17-hydroxy déshydrogénase 2, ce qui fait que l'œstradiol actif ne se transforme pas en œstrone inactif. Donc, ce qui augmente cette hyperostrogénie et ce qui va augmenter cette prolifération, il va y avoir une diminution de la décidualisation. Donc, pour résumer, une cellule endométriosique, il y a une sécrétion d'œstrogènes très importante qui est locale. Il y a une surexpression des récepteurs bêta-oestrogéniques, d'une part. De l'autre côté, vous avez une résistance à la progestérone et vous avez les récepteurs A qui sont actifs et qui sont surexprimés. Et c'est ça le jeu de cette cellule. Et ces informations, c'est eux qui ont débauché vers des protocoles thérapeutiques. Donc, pour résumer, il y a d'abord une réaction inflammatoire, comme je viens de dire. Il y a une résistance à la progestérone, une hyperostrogénie avec des inversions de récepteurs. Et l'un provoque l'autre avec un soutien d'une façon qui est réciproque. Et le résultat, c'est que vous avez une prolifération et le développement des implants endométriosiques. Donc, si j'ai un mot à dire, l'inflammation et le trouble hormonal qui sont le point de départ de cette maladie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette cellule endométriosique, elle est épigénétiquement modifiée. Mais c'est quoi cette histoire d'épigénétique? L'épigénétique, c'est une science qui contrôle nos gènes. Donc elle ne modifie pas la séquence de l'ADN. Et elle peut, c'est en quelque sorte, c'est un interrupteur qui va soit allumer un gène, soit l'éteindre. Et ceci, ce n'est pas via des cordes, des câbles électriques, mais via des procédés chimiques, notamment la méthylation de l'ADN, la cétylation des histones et les microRNA. Et ces informations qui sont récentes depuis 5 ans, ils nous ont permis de comprendre certaines pistes thérapeutiques que je vais énumérer à la fin. Donc, si je reviens à l'endométriose et si je reviens à ce problème de récepteurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est les récepteurs B qui sont dominants. Pourquoi? Parce que ces récepteurs, les récepteurs B, pardon, ils sont sous-exprimés. Pourquoi? Parce qu'ils sont méthylés. Quand le groupe méthyle se fixe sur le gène, il est mis en silence, il ne s'exprime pas. Et dans ce cas, ce n'est pas les récepteurs B qui vont s'exprimer, donc c'est les récepteurs A, et c'est eux qui sont responsables de la résistance à la progestérone. De l'autre côté, les récepteurs oestrogéniques bêta, ils sont déméthylés. Ça veut dire que leur gène s'exprime, ça veut dire qu'ils sont surexprimés, et ceux qui sont responsables de cette hyperostrogénie. Donc vous voyez qu'actuellement l'épigénétique arrive à nous expliquer certaines choses
qu'on n'a pas compris auparavant, et elle nous arrive quand même à nous débaucher vers certaines pistes thérapeutiques. Donc là, je rentre au vif du sujet. Vous savez que l'endométriose, elle s'exprime par les 4 D, la dysménorrhée, la dyspareunie, la dyschésie et les douleurs non cycliques. D'une part. D'autre part, la prise en charge, elle est soit hormonale ou non hormonale. Donc j'aborderai d'abord le traitement non hormonal et je vais parler uniquement de la douleur, je ne vais pas parler de l'infertilité. Et là, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait une douleur? Quand, par exemple, vous touchez quelque chose de chaud, il y a des nocicepteurs qui sont sollicités. Ce message, il est transmis par les neurones, la moelle épinière, c'est un point relais et qui va être transmis au niveau central, au niveau de l'hypothalamus, et qui est celui qui va décoder ce message et il va s'exprimer par la douleur. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'endométriose? Vous savez que la douleur au niveau de l'endométriose, pour pouvoir la traiter, il faut la comprendre. Elle passe par 3 phases. La première douleur, c'est la douleur nociceptive. Parce qu'au départ, quand ces cellules se trouvent au niveau de péritoine, comme la cellule endométriale, elle va saigner au moment du cycle menstruel. Donc il y a de l'inflammation, il y a des macrophages, il y a des interleukines, il y a des cytokines pro-inflammatoires qui sont très agressifs. Ces cytokines, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont stimuler ces nocicepteurs et le message est transmis par les neurones, par la moelle épinière, au niveau central. Et là, la patiente, elle ressent ce qu'on appelle la dysménorrhée. C'est le premier symptôme qui est rapporté d'ailleurs par les adolescentes. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en ce moment-là, vous pouvez traiter ces patientes par les anti-inflammatoires. Parce que le point de départ, c'est une inflammation. Mais si on ne fait rien, cette douleur, elle va évoluer, elle ne va pas rester attendre. Parce que même l'endométriose, elle va évoluer. Elle va passer de l'inflammation aux adhérences. Vous voyez tous les adhérences quand on opère les patientes. Et ces adhérences, qu'est-ce qui se passe? Ils sont responsables de la douleur neuropathique. Là, on passe d'une douleur nociceptive sensible aux anti-inflammatoires à une douleur qui est neuropathique. Et là, le mécanisme est complètement différent. Parce que les nerfs, ils vont être comprimés et la patiente, la douleur, elle est différente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand les nerfs sont comprimés, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation périphérique. Maintenant, ce n'est pas le nocicepteur qui est responsable de la douleur, parce que ce n'est pas l'inflammation, mais c'est le neurone lui-même. C'est lui qui transmet le message à la moelle, au centre, au cerveau. Donc, d'abord, cette sensibilisation, elle est périphérique, puis elle va toucher la moelle épinière. Donc, ce système, il devient un petit peu fou, il est dysfonctionnel, et il va transmettre des messages erronés au cerveau. C'est-à-dire, même en présence d'une faible stimulation, ce phénomène, elle va être aggravé par rapport au cerveau. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Cette douleur qui était localisée au niveau pelvien, elle va être dépassée, elle va aller au niveau de plancher pelvien. Et là, vous aurez des contractures musculaires, les dysuries, les dyschésies, et j'en passe. Et vous aurez également les dyspareunies. Donc c'est en ce moment-là que les patientes ont des dyspareunies quand la douleur devient neuropathique. Et là, mes amis, les anti-inflammatoires n'ont rien à faire ici. D'ailleurs, les patientes vous le disent, même si je prends des anti-inflammatoires, ça ne marche pas, parce qu'elle est passée au deuxième niveau qui est la douleur neuropathique. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut proposer? Et là, je vous dis, il faut juste écouter les patientes et poser les bonnes questions. Elle va vous dire la douleur. Elle va vous tracer même le trajet de la douleur par rapport au nerf qui est touché. C'est un sciatique, c'est un génétofémoral, donc c'est une douleur qui est précise. Et là, il y a un interrogatoire, un questionnaire qui vous permettra de faire le diagnostic de ces douleurs neuropathiques. Et là, je ne vais pas donner des anti-inflammatoires, mais d'autres propositions thérapeutiques, notamment la neurostimulation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va inhiber ce neurone qui commence à faire n'importe quoi et qui commence à transmettre des messages qui sont erronés. Donc cette neurostimulation, elle a 2 effets. Elle va inhiber le neurone, d'une part, et d'autre part, elle va permettre le relargage des
des endorphines qui ont un rôle antalgique très important. Deuxième chose, quand cette douleur devient, elle va, bien sûr, la chirurgie, elle a sa place, on doit enlever ces adhérences pour que ce nerf ne soit plus pris entre ces adhérences. Deuxième chose, quand cette douleur dépasse la sensibilité périphérique, quand elle devient centrale, et là, on passe à une autre classe de traitement, c'est les antiépileptiques et les antidépresseurs. Et là, je pèse vraiment mes mots, les anti-inflammatoires n'ont aucun effet quand la douleur devient neuropathique. Mais les choses ne vont pas s'arrêter à ce niveau, ils vont évoluer. Il y a un autre type de douleur qui est la douleur nociplastique, qui est encore plus grave, parce que c'est une douleur qui est centrale, c'est une douleur où le cerveau mémorise cette douleur. Et là, vous avez des patientes que vous avez opérées, que vous avez fait une hystérectomie avec ovariectomie, que vous avez tout fait, elle vous rapporte toujours cette douleur parce qu'elle est mémorisée dans le cerveau. C'est une douleur nociplastique et c'est la douleur la plus difficile à traiter. Et dans ce cas-là, cette douleur, elle a des répercussions psychologiques, notamment la dépression, notamment l'anxiété, la fatigue et le catastrophisme. Elle rapporte tous vraiment des douleurs très intenses, comme la douleur fantôme, par exemple les diabétiques, chez qui on fait l'amputation d'un membre et elle vous dit toujours j'ai mal alors qu'il n'a pas ce membre. Parce que la douleur, elle est centrale. Et la prise en charge de cette douleur, elle est très compliquée. C'est une douleur qui est multimodale. La prise en charge, elle est multimodale, multifactorielle et ça demande quand même des connaissances très importantes. Et là, ce n'est pas du tout les anti-inflammatoires, peut-être un peu les antidépresseurs, mais il faut prendre le temps d'expliquer à ces patientes pourquoi ils ont mal. Et là, la sophrologie, le yoga, les exercices, l'alimentation qui est quand même importante, une alimentation anti-inflammatoire, antioxydant, et le traitement de cette douleur est très très compliqué. Donc là, le message à passer, c'est quoi? C'est que la douleur, comme rapportent les endométriosiques, les patientes, la douleur est un siècle et la mort est un moment. Parce que nous, quand on reçoit des patientes adolescentes qui ont des règles douloureuses, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est normal, ça va partir. Je pense que ce message doit changer. Il faut traiter ces patientes pour ne pas arriver à cette douleur nociplastique. Même, il y a même certains qui disent, en dehors de diagnostic de l'endométriose, il faut traiter la douleur, il ne faut pas trop attendre. Et là, je passe à la deuxième partie, ça vous la connaissez tous, c'est le traitement hormonal qui est ancien depuis 4000 ans. Donc là, on a compris depuis 4000 ans que les patientes adolescentes, une fois mariées, ils ont pas mal, que les patientes, une fois ménopausées, ils ont pas mal. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on a détaillé le traitement hormonal. Donc là, je passe rapidement. Le premier, c'est la contraception orale. Pourquoi? Parce que la contraception orale, comme vous le savez, elle va provoquer une aménorrhée, elle va éviter ce reflux utéro-tubaire, donc elle va éviter cette endométriose. Et elle agit même sur les anti-inflammatoires parce qu'elle réduit le taux de prostaglandine. Donc cette contraception, c'est la moins chère parce que c'est la plus, elle est accessible à toutes les bourses. Malheureusement, elle n'a pas la MM. Pour le traitement par la contraception, soit vous avez le protocole cyclique, mais le protocole cyclique traite uniquement la dysménorrhée, il ne traite pas la dyspareunie, ou bien vous avez le protocole continu, et ça, c'est pour tous les types de douleurs. Donc j'en passe. Malheureusement, cette contraception orale, elle échappe à 30% des patients, donc il y a une résistance. Pourquoi? Parce que déjà, elle contient des oestrogènes. Donc là, on ne va pas s'arrêter à ce niveau. On va proposer un produit qui est purement de la progestérone. La progestérone, elle agit, comme vous le savez, d'abord, elle l'aménorrhée, donc elle évite ce reflux. Elle agit également au niveau même de la cellule endométriosique. Elle est anti-apoptotique et vous connaissez plus que moi ses effets anti-inflammatoires, antioxydants et immunomodulateurs. Donc là, c'est les classes des progestatifs. Je ne vais pas quand même en parler, je vais les
les détailler tous. Je vais uniquement parler de quelques-uns. Le Dionogeste, qui est quand même un progestatif sélectif parce qu'il agit très probablement, il agit sur les récepteurs progestéroniques. Il n'a pas d'effet androgénique, donc il agit à la fois sur la cellule endométriosique et ectopique. Donc j'en passe. Il est très intéressant par rapport, il réduit les endométriomes sans effet sur la réserve ovarienne. Il a un effet également sur l'endométriose profonde. Il n'a pas d'effet sur l'os. Et enfin, il peut être utilisé à long terme jusqu'à 60 mois. Il a également un effet par rapport il modifie le score de la CRM et il réduit les récepteurs B et alpha, FB. Donc le deuxième, je pense que je vais passer, les progestatifs, vous les connaissez, je vais passer. Il y a je vais passer parce que je n'ai pas le temps de tout expliquer. Vous avez le danazole 400-800 mg. Il agit au niveau central, il inhibe la FSH. Il agit au niveau ovarien, il provoque une hypoœstrogénie. Et il agit également sur la cellule endométriosique elle-même par l'atrophie. Malheureusement, il agit sur les récepteurs androgéniques, il provoque l'acné et il augmente le LDL, raison pour laquelle on a proposé une autre voie, la voie vaginale, avec une dose moins de 200 mg. Vous avez le stérilet au danazole et vous avez des ovules. Donc j'en passe. Le stérilet, au niveau norgestral, il agit au niveau endométrial par l'atrophie. Il contrôle la douleur, quel que soit le phénotype de l'endométriose. Cependant, il réduit les récurrences uniquement pour l'endométriose superficielle et profonde. Il n'a pas d'impact sur les endométriomes, donc il ne réduit pas les récidives de l'endométriome. Donc les progestatifs ne marchent pas à tous les coups. Une fois sur 3, ça ne marche pas. Et là, on s'est posé la question, pourquoi ça ne marche pas? Donc il y a plusieurs causes, mais je vais uniquement survoler la résistance à la progestérone, parce que c'est le point de départ même de la maladie. Donc la résistance à la progestérone, et parce qu'il y a le stress oxydatif, parce que vous avez une diminution de l'acide rétinoïque, vous avez les cytokines pro-inflammatoires qui sont très importants. Donc là, on peut proposer d'autres pistes thérapeutiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, les antioxydants et également les anti-inflammatoires. Donc je passe. Les récepteurs sélectifs à la progestérone, donc ils agissent à deux niveaux. D'abord, ils inhibent la prolifération endométriale et ils agissent également au niveau central, ils inhibent l'ovulation. Donc ils maintiennent un taux d'œstrogène circulant qui est suffisant. Et là, puisque les progestatifs ne marchent pas, est-ce qu'on va s'arrêter à ce niveau? Non, on va aller un peu plus loin, on va aller vers un traitement très agressif. C'est les traitements suppressifs des oestrogènes qui vont causer une ménopause chimique. Donc là, je passe parce que vous connaissez comment ça marche le GnRH. Donc il y a une sécrétion qui est cyclique avec une sécrétion oestrogénique qui est également cyclique, mais ce n'est pas le cas des agonistes de la GnRH. Donc les agonistes de la GnRH, le problème, c'est que quand vous donnez l'agoniste de la GnRH, qu'est-ce qui se passe? D'abord, une première étape, vous avez un flare-up, vous avez beaucoup d'œstrogènes qui vont circuler jusqu'à 2 semaines. Donc il y a deux effets négatifs. D'abord, il y a un coup de fouet à la maladie, il y a un retard thérapeutique, et puis vous avez la désensibilisation, plus d'œstrogènes. Là, l'effet, c'est vrai qu'elle contrôle la maladie, mais auprès des effets secondaires qui sont les bouffées de chaleur et l'effet négatif sur la densité osseuse. Donc, ce qu'il faut dire par rapport à ces antagonistes, ces agonistes plutôt, soyez très par rapport à la jeune, donc ne pas donner, c'est l'adolescente qui n'a pas encore fini sa maturation osseuse. Et le problème, c'est qu'ils ont ces effets secondaires des bouffées de chaleur et également sur l'os. Donc, le traitement est limité à 6 mois. Si on veut aller au-delà, il faut ajouter une add-back thérapie. Ce qui fait, est-ce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on peut proposer un traitement suppressif, mais sans effet secondaire? Et la réponse se trouvait dans un article de 1989 publié par Barbier. Lui, il est allé chercher le seuil d'œstrogène.
Donc, il dosait l'œstrogène. Quel est le seuil d'œstrogène circulant qui permet à la fois de contrer la maladie, mais sans effet secondaire? Et cette fenêtre thérapeutique de sécurité se trouvait entre 30 à 60 picogrammes par millilitre. D'où la naissance des produits, des antagonistes de la GnRH. C'est comme ça qu'on a pu proposer des antagonistes. Les antagonistes, ils agissent différemment. Ce n'est pas comme les agonistes, parce que eux, quand on les donne, il y a une désensibilisation qui est rapide en 6 heures, et vous n'avez pas ce problème de flare-up. Ce qui fait, là, il y a le premier qui a été proposé, c'est l'Elagolix, qui est pris par voie orale. Et là, vous avez 2 protocoles de 150 mg une fois par jour. Le problème, l'intérêt de ce produit, c'est que vous pouvez soit avoir une suppression totale ou partielle. Regardez quand on donne l'Elagolix 150 mg, regardez la courbe. Et vous avez un oestradiol circulant qui est quand même de 42 picogrammes. Et là, on se trouve dans la zone de sécurité proposée par Barbier. Donc là, on va traiter la patiente sans effet secondaire. Mais ce n'est pas aussi simple, parce que ce traitement, il est efficace pour la dysménorrhée, mais pas pour la dyspareunie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces patientes? On va proposer un deuxième protocole, qui est l'Elagolix 200 mg 2 fois par jour. Et là, vous allez remarquer sur la courbe que le taux d'œstrogène, il descend à 12 picogrammes. Donc, on ne pas dépasser 6 mois. Et en cas de traitement à long terme, il faut rajouter une thérapie. Donc, les avantages des antagonistes, d'abord, ils sont pris par voie orale. La suppression, elle est immédiate. Ils sont dose dépendants, ce qui fait qu'on est en train de faire de la médecine personnalisée. On traite en fonction de symptômes et ils ont une rapide réversibilité. Donc, ils sont approuvés par le FDA. Là, on s'est dit, on va peut-être aller traiter les patientes, mais agir autrement. Les inhibiteurs de l'aromatase. Vous savez que l'aromatase, l'origine des oestrogènes, il est triple. La graisse, l'ovaire et la cellule endométriosique elle-même. Donc, ces inhibiteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inhiber ces récepteurs, donc ils vont inhiber la production des oestrogènes. Mais attention, ils agissent aussi au niveau central parce qu'ils ne bloquent pas l'axe hypothalémo-hypophyso-ovarien. Donc, pour les patientes qui ne sont pas désireuses de grossesse, il faut associer une contraception. Donc, je passe. Les récepteurs sélectifs aux oestrogènes, ils ont un rôle antagoniste agoniste plutôt sur l'endomètre. Ils permettent de réduire la prolifération. Et l'avantage, c'est qu'ils ont un rôle agoniste, c'est-à-dire qu'ils n'agissent pas sur l'os, donc il n'y a pas d'effet secondaire sur la minéralisation osseuse. Donc là, je conclus. Les messages. Le premier, je rappelle que la douleur de l'endométriose, elle évolue ce qu'on appelle selon la théorie de Domino. D'abord, vous avez l'inflammation qui est responsable de la douleur nociceptive qui répond aux anti-inflammatoires. Si on ne fait rien, la douleur évolue vers la douleur neuropathique qui ne répond pas aux anti-inflammatoires, mais plutôt aux antidépresseurs. Si on ne fait rien, la douleur, elle évolue vers la douleur nociplastique, et là, le traitement devient un peu plus compliqué. Premier message. Deuxième message, vous avez pour le traitement hormonal, ceux qui contrôlent la diminution, vous avez les agonistes, les analogues qui vont contrôler l'hyperostrogénie, vous avez les inhibiteurs de l'aromatase et vous avez les sélectifs oestrogènes récepteurs modulateurs. Vous avez ceux qui contrôlent la signalisation de la progestérone, la contraception, la progestérone, et les récepteurs sélectifs de la progestérone. Deuxième message, comment on va traiter ces patientes? Je suis désolé de toutes ces informations. On peut les faire de 2 manières. Soit on suit les guidelines, et là, il y a des sociétés savantes qui ont proposé d'abord la contraception, la progestérone en première ligne. En cas d'échec, on passe aux deuxième ligne qui sont les analogues de la GnRH. Mais ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas noir ou blanc, il y a des zones de gris. Et l'endométriose, ce n'est pas une maladie, c'est une maladie qui est hétérogène, les phénotypes sont différents. Donc là, on peut proposer ce qu'on appelle le traitement personnalisé, en fonction de symptômes. On ne va pas traiter les patients de la même manière, mais chaque patiente est différente.
Donc, on traite de ce qu'on appelle le traitement individualisé ou le traitement en fonction de symptômes. Parce que, rappelez-vous, par exemple, les Lagolix, on donne 150 une fois par jour quand on n'a que la dysménorrhée, mais une femme qui a une dyspareunie, c'est 200 mg 2 fois par jour. Ce qui fait qu'on a cette facilité de proposer des traitements sur mesure. Le deuxième message, c'est qu'on a besoin d'un diagnostic précoce. Rappelez-vous que les échecs thérapeutiques actuellement, parce qu'on fait des diagnostics tardifs après entre 5 à 8 ans. Donc on a besoin des diagnostics précoces. Et là, comme on dit, on commence à voir un peu de lumière au bout du tunnel. Il y a un premier, c'est un logiciel qui est proposé par l'équipe de Chaperon, c'est Luna. Et le deuxième, c'est l'équipe de Émile Daraï, qui ont utilisé aussi bien les éléments de l'épigénétique et de l'intelligence artificielle. Et entre parenthèses, pour rendre hommage, c'est celui qui a trouvé ce logiciel, c'est quelqu'un de chez nous, de Oujda, il s'appelle Mir. Donc c'est un traitement salivaire qui va vous permettre de faire le diagnostic précoce par un prélèvement salivaire. Deuxième, et là j'arrive à la fin, c'est qu'on a besoin des nouvelles drogues. Et hier, Monsif, je ne sais pas s'il est là, il parlait des échecs de l'implantation et il parlait de dérèglement immunologique. Et moi, je mettrai ma main au feu que c'est un problème immunologique. C'est parce que cette cellule, elle n'a, comme vous le savez, que 90% des patientes font de reflux. Et uniquement 10% des patientes font de l'endométriose parce qu'ils ont un système immunitaire qui est défaillant. Et je pense que l'avenir, c'est soit de proposer de l'immunothérapie ou de proposer ce qu'on appelle les épimédicaments. Et c'est possible parce que l'épigénétique, elle est réversible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ces récepteurs B qui sont méthylés, on va les déméthyler. Et c'est possible par rapport, via certains produits, je ne veux pas rentrer dans les détails. Quand on déméthyle ces récepteurs B, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le gène, il va être inactivé. Zalozaï, est-ce que tu peux conclure? J'arrive. C'est la dernière diapo. Je suis fatigué, moi aussi je suis fatigué. Donc, on va désactiver ce gène, ce qui fait qu'on va augmenter les récepteurs B qui étaient défaillants. Donc, on va inhiber cette résistance à la progestérone. Donc, vous voyez qu'en jouant uniquement sur la méthylation des récepteurs, on peut traiter la résistance de la progestérone. On peut agir également sur les récepteurs bêta qui sont hyper sécrétés parce qu'ils sont hypométhylés, et le gène, il est activé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va méthyler, donner le groupe méthyle, et qu'est-ce qui va se passer? On va diminuer ces récepteurs bêta, on va réduire cette oestrogène dépendance, et on va bien sûr arrêter la maladie. Je vous remercie.